Quand la cité a été conçue, le mur de Berlin était encore debout. Quelques grands qui ont défilé sur cet écran étaient encore vivants, parfois étaient encore aux commandes. Le temps a changé. C'est une autre époque. La folie n'est pas une conséquence de l'incertitude, mais des certitudes. En 1968, chez moi, c'était le printemps de Prague. En Tchécoslovaquie, la question c'était où vont se prendre les décisions. Dans les parlements ou dans la rue. C'est qu'il faut le dire franchement, l'Europe est en déclin. On n'a jamais suffisamment critiqué le modèle d'administration de l'État africain. Le système des Nations Unies. Je ne conçois pas de changement brutal et autoritaire. Il y a un très grand risque à rester immobile. On sait que le temps des problèmes, ce n'est pas le temps des élections. Nous avons eu beaucoup d'espoir. Parce que les gens se disent, on nous a déjà parlé de ça et c'est toujours pas en application. Nous n'arrivons pas à créer un nombre d'emplois suffisant. Le communisme est mort. Le temps de la mondialisation est complètement nouveau. On est l'otage de l'économie. Les plus grosses erreurs, on les fait par bout de temps. We believe that small is beautiful. La France est notre deuxième patrie. Quand je fais un film, c'est dire la vérité sans être ennuyant. Chaque philosophe poursuit une seule idée. C'est pas parce qu'on a fait 2, 3, 4 succès qu'on en fera un 5e. Quel formidable coup de chapeau donné à Marie. J'aimerais dire que la musique, évidemment, est l'art du temps. Je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Car rien, c'est pas rien. Le bonheur, c'est ce qui permet à l'homme de s'accomplir et d'accomplir sa tâche. Il y a des gens qui se posent jamais de questions, ils sont heureux. Et on parle dans nos villages du Midi du fada. Mais le fada est heureux. Autrement dit, et si nous pensions autrement la vie? Tout change l'homme. Qu'est-ce que l'homme et que devient-il? En quoi le progrès des sciences a-t-il changé l'homme? En d'autres termes, plus je sais, plus je crois. N'ayons pas peur de la science. Il y a des rejets qui viennent des erreurs de parcours de la technologie. Toute la question est effectivement de savoir si vous voulez de ce monde-là. Non, vous qui êtes jeunes, ayez le courage de vos amours. Bonjour, bienvenue à vous êtes nombreux, à ce débat intitulé « Lire, écrire, retrouver l'expérience du temps sensible », un débat, un échange, on va essayer d'échanger avec le plus grand nombre possible d'entre vous, qui va durer 90 minutes, vous le savez, qui seront plus ou moins intenses, qui existeront plus ou moins. Une minute n'en vaut pas forcément une autre. Le temps sensible, eh ben c'est ça, c'est pas le temps du chronomètre, le temps de l'horloge, c'est le temps tel qu'on le vit, tel qu'on le perçoit, tel qu'on l'habite. Et on va se demander aujourd'hui avec 4 auteurs, dont certains sont écrivains, avec Boris Cyrulnik, Michel Houellebecq, Yasmina Reza et Jacques Rigaud, eh bien on va se demander comment, à travers la lecture, à travers l'écriture, comment on occupe, comment on habite, comment on fait vivre ce temps. Ce sera juste après un petit film d'introduction, et après je vous demanderai d'accueillir nos 4 intervenants. C'est bien ce livre? Oui, c'est bien, ça change de... ça. De quoi? Ça, là. Dehors? Ouais.
Dans une société qui prône la culture de masse, où situer la réflexion ? Alors que les emplois du temps explosent, comment se libérer du quotidien et faire l'expérience du temps sensible ? Lire, écrire, laisser place au désir. On peut lire pour se distraire, s'évader, voyager. En créant la distance, la lecture cède la place au rêve. La lecture est une amitié sincère qui procure du plaisir. C'est l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte de demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. Lire peut donner aussi envie d'écrire. Écrire, c'est autre chose qu'un métier ou qu'un moyen de gagner sa vie. C'est une nécessité. Ce qui restera quand on aura cessé d'être. Écrire, c'est laisser place à l'inconnu qu'on porte en soi. Lire, écrire, se poser la question de la vie spirituelle. En se laissant prendre dans l'engrenage d'une vie active, ne repousse-t-on pas les plages de solitude par peur du vide face à soi-même ? Dans un monde où tout s'accélère, où les technologies modifient les supports, où la télévision multiplie les programmes, quel avenir pour la lecture et l'écriture ? Assistons-nous à la mort de l'écrit et du livre ? Ou au contraire, n'est-il pas impératif de réconcilier l'homme avec lui-même ? De lui rappeler qu'il est un lieu pour sa sensibilité, son besoin d'évasion, sa réflexion personnelle. La lecture et l'écriture. Ici. C'est une chanson, ça s'appelle Phèdre. Ça fait... Le dessin en est pris, je pars, cher et ramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Nos 4 invités donc, je vous demande d'accueillir d'abord le neuropsychiatre. Il a écrit une dizaine de livres. Le dernier s'intitule Un merveilleux malheur. Il est sorti chez Odile Jacob. Monsieur Boris Cyrulnik. Extension du domaine de la lutte, un roman et depuis peu un film. Les particules élémentaires, Renaissance, un recueil de poèmes paru chez Flammarion récemment, bientôt un disque sur le label Tricatel. Monsieur Michel Houellebecq. Elle est auteure dramatique. Elle avait écrit Conversation après un enterrement, Art, qui est joué, je crois, dans une 50aine de pays aujourd'hui. Elle vient de publier son premier roman, Une désolation, chez Albin Michel. Yasmina Reza. Enfin, un tout jeune romancier, président de RTL, ancien directeur de cabinet au ministère de la Culture, monsieur Jacques Rigaud, qui a publié Un balcon sur le temps. On est en plein au cœur de notre thème, sorti chez Grasset. Bien, comme vous le savez, si vous êtes déjà depuis quelque temps dans cette Cité de la Réussite, il s'agit avant tout d'un échange et d'un échange avec vous, préparé également par des étudiants, pour ce qui est de ce débat, par des étudiants de Supaéro, de l'École supérieure d'ingénieurs de Marseille et également de l'université, enfin du moins une étudiante en histoire de l'université d'Aix-Marseille. On va commencer par un petit tour de table, ensuite je leur passerai la parole pour une ou deux questions, mais le but évidemment c'est qu'on essaye au mieux d'échanger tous ensemble dans ce fameux temps qui nous est imparti. Première chose donc, c'est pas Jacques Rigaud, un balcon, vous avez mis un balcon sur le temps au sens propre dans un livre qui est un roman, même s'il se nourrit d'une part autobiographique importante, surtout au début. C'est un livre sur le temps, un livre sur ce qui fait la perception du temps, que ce soit le regard, les silences, la parole, l'écriture, la culture. Cette notion de temps sensible, comment vous l'attrapez ? J'ai écrit ce livre parce que, comme beaucoup de gens qui travaillent, et disons qui ont des responsabilités, ce qui arrivera à beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que mon temps m'est volé, qu'il est pris, qu'il est enserré dans des quantités de contraintes et qui n'a pas l'élasticité que je voudrais pour le temps sensible. Moi, j'ai vécu dans le passé des journées plates comme la main, des heures creuses, des minutes pleines et des secondes d'éternité. Et j'ai envie que ce temps puisse se modeler. Et comme, pris par toutes ces contraintes, ces obligations, je n'ai pas pu m'évader de cette vie, et je n'en avais d'ailleurs pas envie, parce que j'ai le sens du service et des responsabilités, j'ai rêvé.
J'ai rêvé une année sans contrainte, dans une retraite, dans un silence absolu. Et ce livre, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui voit d'un coup le temps dégagé de toute contrainte et qui lui appartient, qu'il peut se l'approprier. Alors c'est une épreuve à la fois très dure et très délicieuse, mais qui m'a donné une certaine expérience d'un temps sensible souverainement libéré. Et qui ne vous a pas donné la tentation d'imiter votre personnage, ce double? Non, parce que ça m'a d'abord convaincu que je serais incapable de vivre un an dans le silence et dans la solitude, mais ça m'a conduit à accélérer la fin de mes responsabilités professionnelles pour avoir, à partir de l'année prochaine, au milieu quand même de pas mal d'engagements, justement cette liberté du temps. Merci Jacques Rigaud. Yasmina Reza, sur ce rapport au temps, quand on lit ou quand on écrit, cette façon de le percevoir, de le vivre. Ça m'est un petit peu difficile de répondre comme ça d'emblée à cette question. J'ai l'impression que l'écriture, c'est une forme, pour reprendre le titre du livre de Michel, d'extension du domaine du temps. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire comme ça en introduction. Oui, c'est une sorte d'extension. On se donne un temps parallèle au temps réel. Mais j'ai du mal à prendre. C'est très difficile. Il y a un thème général qui est celui du temps, et il est très difficile de se mettre en perspective par rapport à ce thème. Et vous-même, quand vous écrivez ou quand vous choisissez, il y a une retraite, vous vous retirez du monde des vivants? Non, donc c'est vraiment un temps qui est complètement intégré dans... Qui est totalement intégré, qui est le temps du rêve et de la concentration, mais qui est parfaitement intégré, puisque tout ce que j'ai écrit dans ma vie, à part les premières choses, a été écrit dans les aéroports, dans les chambres d'hôtel, et pas du tout dans l'univers feutré d'une retraite. C'est un peu des non-lieux quand même, tout ça. Des non-lieux sur lesquels je ne me suis pas non plus interrogée, donc peut-être. On va poursuivre ce tour. Je vous propose Boris Cyrulnik. Vous n'êtes pas romancier, vous avez pourtant écrit beaucoup, diffusé vos recherches, et les avez diffusées qui plus est dans un langage d'une façon accessible à tous, ce qui n'est jamais désagréable avec un scientifique. Oui, je ne sais pas quand on écrit si on est scientifique. Je pense qu'il y a la littérature scientifique qui, elle, est à peu près illisible, quoi. Elle est faite pour avoir un CV. Elle est faite pour accumuler les publications, mais elle n'est lisible que par les 2-3 personnes capables de vous critiquer. Et puis il y a l'écriture qui vise à communiquer. Alors celle-là, elle est plus intime, elle est plus chimérique. C'est-à-dire que dans une chimère, tous les éléments de l'animal sont vrais. Les pattes sont vraies, c'est des pattes de lion. Le bec est vrai, c'est un bec d'aigle. Les ailes sont des ailes d'un immense oiseau, un corps de taureau. Tout est vrai et l'animal n'existe pas. Et je pense que ça, c'est vrai pour l'écriture romanesque. Et c'est vrai, je crois, aussi pour l'écriture qui consiste à populariser, non pas des résultats scientifiques, mais un discours scientifique. C'est-à-dire que lorsque un scientifique fait une publication, il ne sait pas que cette publication porte en elle un effet idéologique et que ce n'est même pas la peine de récupérer idéologiquement une publication scientifique. L'objet lui-même porte un discours idéologique. Alors bien sûr, l'ADN, la procréation médicale assistée, tout ça, ce sont des objets qui sont porteurs d'idéologie. Il suffit de les dérouler et le discours se fait. Alors, pourquoi écrire? Moi, je crois que c'est pour faire des chimères, parce que les chimères sont les animaux les plus agréables à fréquenter, étant donné que les autres ont leur propre personnalité, leur propre monde, et que, bien sûr, on n'est jamais d'accord, comme avec les êtres humains. C'est sûrement pour ça que c'est important d'écrire. Merci Boris Cyrulnik. Michel Houellebecq. Il y a un de vos personnages dans Les Particules élémentaires qui choisit de se retirer un petit peu de ce qui était jusque-là la marche de son temps. Oui, c'est... En fait, j'ai peut-être pas compris ce qu'était le temps sensible, hein, en réalité. Parce que, pour moi, lire en tout cas, c'est une expérience où très nettement, on sort du temps. C'est ce qui fait son caractère difficilement remplaçable. C'est que
Enfin, quand un livre me plaît, moi je termine en fait, c'est-à-dire que indépendamment de ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Donc j'ai l'impression que le temps n'existe plus. Quand j'écris aussi, d'ailleurs, sauf que ça dure moins longtemps et c'est moins original parce que, enfin, il me semble que toute activité absorbante, enfin intéressante et absorbante, vous fait sortir de la sensation du temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le temps vécu, mais dans ce qu'on fait, quoi. Enfin, je pense que d'ailleurs, rien de vraiment réussi ne peut se faire sans avoir la sensation d'avoir un temps illimité devant soi. Vous répondez oui. Ce qui revient à parler de la façon dont on ressent le temps. Peut-être ça, le temps sensible aussi. Il y a quelqu'un, un écrivain, qui m'avait dit de toute façon, on n'est pas aux pièces. Et c'est vrai, en fait, on peut très bien ne jamais finir un livre, quoi. Enfin, on finit quand c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est... Et, bon, en cela, ça se différencie beaucoup de la plupart des activités humaines, quoi. Enfin, où il y a quand même toujours plus ou moins une contrainte de délai. Merci Michel Houellebecq et merci aux uns et aux autres. Je propose qu'on commence, comme convenu par les étudiants qui ont un peu préparé ce débat. Je ne sais pas où ils sont. Ah ben voilà. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Desmoulins, je suis en 2e année de Supaéro à Toulouse. Je vais vous demander finalement dans quelle mesure l'écriture vous a-t-elle permis de modifier votre perception du temps en général. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre. Boris Cyrulnik se lance. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'il n'y a pas de perception du temps. Il y a une représentation du temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence de deux perceptions pour qu'il y ait une représentation. La preuve, c'est que quand on vit un instant intense, on n'a pas le sentiment du temps qui passe. C'est-à-dire qu'on est dans l'intensité et on ne sent pas le temps. Et ensuite, c'est seulement dans la représentation du temps, le passé, le présent, ce qu'on imagine, c'est à ce moment-là, on peut sentir un sentiment provoqué par une représentation. Alors là, c'est pour ça que le temps dépend des discours, dépend de l'écriture, dépend des récits qu'on fait, et c'est souvent dans l'après-coup qu'on a le sentiment de la durée, le sentiment de l'intensité, mais pas dans l'instant, parce qu'il n'y a qu'une seule perception. Jacques Rigaud. C'est Samuel Beckett qui a dit un jour, qui a posé cette importante question, mais que foutait Dieu avant la création du monde? Phrase que j'ai citée dans mon bouquin, et au moment où j'écrivais ça, je suis tombé, par hasard je dois dire, sur le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, qui répond à cette question, en expliquant qu'elle est absurde, parce que Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais qu'il a créé le temps, et qu'avant la création du monde et le temps que cela implique, il n'y avait pas de temps. Et l'éternité, l'autre disait, c'est long, surtout vers la fin. L'éternité, ce n'est pas un temps étiré, c'est justement ce qui se passera quand il n'y aura plus le temps. Alors après ces profondes réflexions philosophiques, moi je dis que quand on écrit, et je rejoins ce que disait Michel Houellebecq, on a l'impression en effet d'échapper au temps. Et que le temps de l'écriture, où on peut à la fois, comme Flaubert, en 10 lignes, résumer 20 ans de vie, ou au contraire étirer quelques secondes dans un récit, etc., on a l'illusion ou l'impression d'être maître du temps et de ce fait d'y échapper. Je crois que c'est ce que vous disiez aussi, toujours dans les particules, d'ailleurs, que la vie d'un homme, ça peut se résumer à... Le récit de la vie d'un homme dans un roman, ça peut se résumer à 2 dates, et ça peut également... Oui, il n'y a pas faire de... 200 pages, il n'y a rien de... Non, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de taille normale pour le récit de la vie d'un homme, oui. Ouais. Ça dépend. Ça dépend du niveau de détail, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que niveau de détail minimal, c'est vraiment la pierre tombale, quoi. 1921-1973, c'est synthétique, c'est bien. Mais enfin, je ne devrais pas raconter ça, mais
quand je visitais les musées plus jeunes, j'arrivais qu'à regarder les dates de naissance et de mort des peintres, quoi. Ça m'empêchait de regarder le tableau. Enfin, c'était... Bon, enfin, passons. Bonjour. Bonjour. Grégory Ladurée de Super-Héros. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, est-ce que le temps d'écriture n'appartient-il pas lui-même à l'écriture ? C'est-à-dire que... Je crois que ça appelle une précision, oui. Ça appelle une précision, effectivement. Est-ce que l'artiste et l'écrivain que vous êtes tous ne peut pas se sert du temps d'une façon à donner du sens? C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le temps comme un simple outil, il est producteur de sens, et justement de ce fait, il appartient finalement au processus d'écriture en lui-même. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Yasmine Reza. Je ne pense pas que j'ai parfaitement bien compris votre question, mais je voudrais répondre à la précédente, et peut-être ça rejoint exactement ce que vous dites. Moi, je pense, au contraire de ce qui a été dit, que strictement rien ne fait échapper au temps. Donc certainement pas écrire ni lire. Si c'était le cas, j'aimerais qu'on me donne la clé de cet échappement. Tout est temps. Il est plus ou moins mesurable, il est plus ou moins ennuyeux, plus ou moins fécond, plus ou moins excitant, mais jamais absent. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un peu bégayée dans ma première réponse, comme je vais sûrement le faire de manière incessante, parce que je ne suis pas tellement douée pour ce genre de débat, mais je ne crois pas qu'on échappe au temps dans aucune matière, et certainement pas à travers la création artistique, quelle qu'elle soit. Au contraire, même, je pense qu'on échappe, si on doit y échapper, davantage dans une concentration intense sur un plan mathématique ou en jouant aux échecs. Mais écrire, lire, peindre, tout ce qui est du domaine qui avoisine le rêve, pour moi, c'est être en plein dans le temps, parce que c'est ne pas cesser de le mesurer, ne pas cesser de le craindre, ne pas cesser d'avoir un rapport plus ou moins désastreux avec lui. Donc je ne pense pas que ce soit un échappatoire. Voilà. Pour poursuivre l'échange, sauf si quelqu'un souhaite réagir. Est-ce que, je ne sais pas, parce que je pense que vous nous voyez relativement bien, on vous voit assez mal, si on pouvait avoir un tout petit peu de lumière dans la salle. Voilà, puisqu'on va se parler. Ça vous ennuie pas trop? Si? Un peu moins, alors? Là, ça vous va? Bon. Donc, qui souhaite poursuivre l'échange? Virginie. Juste derrière vous, une dame. Voilà. Bonjour, je suis Luce Cagini, je suis un peintre. Et moi, je crois que la création artistique sous forme picturale, c'est quand je plonge dans un autre espace et donc dans un autre temps. Et peut-être grâce et à travers une épreuve personnelle, une épreuve. Qu'en pensez-vous ? Vous voulez dire une notion de... Quand vous parlez d'épreuve, vous entendez par là une notion de souffrance Quand j'entends parler de temps, moi je pense espace, un autre espace, parce que j'y ai pénétré. Je ne sais pas, c'est peut-être propre aux expériences picturales. Monsieur Cyrulnik, je crois que j'ai besoin que vous me répondiez. Demandez comme ça. Alors, je ne peux pas. S'il vous plaît. Je ne peux pas refuser. Merci. Alors, je ne peux pas refuser, je vais répondre avec plaisir. Alors, en vous écoutant, moi, je pensais au rêve, qui est un espace du dedans et qui est un monde dilaté, infini, où la représentation du temps est purement recomposée après coup, au moment du réveil. C'est-à-dire que
au moment où on se réveille, à partir d'une sensation, d'une image qui reste en nous et dans notre mémoire, on recompose un temps qui peut être une durée très très longue, qui peut être une durée infinie. Alors là, c'est un espace du dedans qui est complètement recréé dans l'instant du réveil, dans la fulgurance du réveil. Et je crois que c'est cette sensation qui est à l'origine de la notion d'âme. C'est-à-dire que peut-être M. Néandertal ou M. Cro-Magnon, j'étais jeune en ce temps-là, et peut-être qu'au moment où il se réveille, il dit à son voisin, il m'est arrivé un truc extraordinaire cette nuit, j'ai traversé des montagnes, et puis c'était complètement fantasmagorique, et puis j'ai peint, et puis c'était des émotions extrêmement intenses, et puis son voisin lui dit, mais pas du tout, ton corps était là, moi j'étais réveillé, j'ai bien vu que ton corps était là, et que tu dormais profondément. Mon corps était là, mais mon âme était dans un autre espace, dans un autre monde, le monde du dedans, le monde intérieur. Et au moment où tu m'as réveillé, ou au moment où je me suis réveillé, j'ai entendu un bruit. Et à partir de ce bruit, j'ai recomposé tout un récit infini. Dans la fulgurance du bruit qui m'a réveillé, j'ai recomposé que j'étais à la chasse au mammouth, qu'il me chargeait, que je le frappais, et ça a duré extrêmement... Et alors à ce moment-là, effectivement, probablement, la notion d'espace et de temps sont probablement mêlées, mais ces questions sont quand même passionnantes et pas faciles. Hein, Merci Boris Cyrulnik. On va continuer, oui. On va remonter le micro. Si. Où est-il? Bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, Dominique Beau, si j'ai bien compris Yasmina Reza, on est dans un processus de temps inexorable qui continue, mais il me semble qu'il y a des moments d'hyperconcentration, en effet. Enfin, moi, je suis médecin anesthésiste et il y a des moments où on a l'impression que on n'a plus le sentiment du temps quand on est très concentré sur ce qu'on fait et 4 heures passent et on ne s'en est pas rendu compte. Bon, ça, on a l'impression un peu d'échapper au temps à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il continue malgré nous, si on peut dire. Mais il me semble que dans le processus de création, à ce moment-là, vous essayez de rentrer dans l'éternité, si on peut dire, donc d'échapper au temps. Pour moi, la création, c'est essayer d'échapper au temps et à la mort. C'est pour ça que c'est attirant, disons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je n'ai jamais pensé la création dans une optique... transcendante, si vous voulez. Je ne pense pas que pour être plus précise, il y a une phrase de Borges qui dit, dans un poème magnifique, la mort, je ne veux qu'elle, 2 dates sur une dalle, et même pas de nom, et même pas d'œuvre qui reste. Il le dit nettement mieux dans un poème que je ne peux pas citer. Je suis entièrement d'accord. Moi, je ne tiens pas du tout à ce que rien de ce que j'ai fait me survive. Il n'y a aucun désir d'éternité dans la manière dont je fonctionne, si ce n'est d'éternité personnelle, mais qui n'aurait rien à voir avec ce que je produis. C'est une production banale, très banale, et c'est pas du tout modeste de dire ça, simplement un arrangement avec la vie, un arrangement avec la difficulté d'être, avec la difficulté de voir le temps passer, une volonté d'échappement à l'ennui, mais une sensation absolument constante que même un temps qu'on ne voit pas passer est de toute façon présent et passe. Donc moi je crois très profondément que l'éternité est inatteignable de son vivant. Donc aucun geste ne peut même être un frôlement, ni même l'illusion de ça. Mais c'est une vision assez pessimiste de la création. Hein. Quelque part, quand même, vous n'espérez pas que votre œuvre vous survive? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Jacques Rigaud. Oui, moi, je comprends et je respecte beaucoup cette humilité d'Yasmina Reza. Oui, non, mais je la connais assez pour savoir que c'est tout à fait sincère. J'observe d'ailleurs que, pour l'instant, l'essentiel de son œuvre est dans le théâtre. Du théâtre, oui. Bon, qui prend évidemment une forme écrite, mais qui est avant tout cet art formidable de l'éphémère. Et en même temps,
quand on lit des textes de l'Antiquité ou de Molière ou de Shakespeare, des textes qui ont 3 siècles ou 20 siècles, et qu'on les voit incandescents, d'une vérité brûlante, capable de nous choquer ou de nous émouvoir, on se dit que l'écriture, ou l'art d'une façon plus générale, transcende le temps, échappe à la mortalité en quelque sorte. Alors, aucun de nous, ni elle ni moi, ne pouvons prétendre à cette postérité, mais j'ai écrit des livres depuis plus longtemps qu'elle, et quand, 20 ans après un livre, quelqu'un vous dit que tel livre que vous avez écrit a changé le cours de sa vie, de son engagement, etc., bon, ça fait plaisir. En même temps, ça donne le vertige, parce que ça montre qu'on peut influer sur la vie des êtres, et que par conséquent, ça agit sur quelque chose. Alors, tout à l'heure, je ne disais pas du tout qu'on échappait au temps, mais qu'on avait l'illusion. Moi, en tout cas, j'aime cette illusion d'échapper au temps. De la même manière que quand j'écoute une sonate de Schubert, mon temps, je le livre à Schubert. Et pendant les 28 ou 32 minutes de cette sonate de Schubert, je vais vivre dans le temps de Schubert, mené, si j'ose dire, par le bout du nez, par lui. Et c'est le problème de la peinture. C'est que la peinture, qui est un art spatial, qui ne se déroule pas dans le temps, on ne nous apprend pas à trouver le temps de la peinture. Regardez les gens devant un tableau, sauf évidemment si on a un tableau chez soi, qu'on vit avec, et qu'on a tout le temps de le voir ou de ne pas le voir. Mais quand on est dans un musée, même des gens avertis, ou dans une exposition, combien est-ce qu'on passe devant un tableau? Et même très incommode d'y rester plus d'une ou 2 minutes, alors que si on veut vraiment que le tableau nous parle et nous dise ce qu'il a à nous dire, il faut un très long temps. Alors bien sûr, par une préparation, par des photographies, par un livre, on peut se familiariser avec lui. Et moi, j'ai essayé souvent de faire l'expérience d'un temps de méditation devant un tableau. Et je vous garantis que quand on peut trouver les conditions matérielles et d'environnement qui permettent de rester un quart d'heure devant un tableau, le temps que vous donnez à Rembrandt ou à Caravage, ou le temps que vous lui volez, il vaut très cher. Pas d'obligation, hein. Non, mais je dirais que moi, toute activité qui m'intéresse me permet effectivement d'échapper au temps. Enfin, disons que j'arrive à ne pas du tout y penser. Enfin, il y a une souffrance particulière de sentir le temps passer. Enfin, je ne peux pas l'imaginer autrement que comme une souffrance. Et il y a beaucoup de choses qui permettent d'y échapper quand même. Enfin, pas spécialement écrire, hein, lire aussi, la contemplation, enfin... Non, je dirais que les moyens sont assez courants. Enfin, c'est pas très difficile, quoi, à faire. Ce qui... Bon, sur l'éternité, j'ai pas d'opinion. Disons que je vois pas de raison de priver les lecteurs des âges futurs. Hein. Bon, les œuvres littéraires durent parfois longtemps. Mais bon, le mot d'éternité est un peu fort. Hein. Bon, par exemple, on a beau dire Homère, ça a beaucoup vieilli. Mais ça a quand même duré longtemps. Donc ça peut bien durer quelques siècles. Enfin, ça dépend de l'évolution de la mentalité humaine en même temps, mais quelques siècles ou quelques millénaires, quoi. Ça dépend de la réussite. Donc oui, c'est quand même des choses sur le temps long. Enfin, le cinéma vieillit plus vite, comme par exemple. Voilà. Mais je suis... Bon, ceci dit, je sais bien que le temps passe par ailleurs, hein, mais la question, c'est le nombre d'heures dans la journée où j'arrive à l'oublier, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un but pour moi.
Donc j'ai plusieurs méthodes, entre autres lire, c'est la plus simple. Disons que c'est celle que je connais depuis plus longtemps et dont l'efficacité c'est le moins émoussé. L'écriture, il est possible que je me lasse plus vite que de la lecture. Ça, c'est pas à exclure. Et d'autres méthodes, Boris Cyrulnik? Ouais, je pourrais détailler longtemps. Tout à fait. Il y en a vraiment beaucoup. Non, mais je suis reconnaissant de rester dans le thème du débat, Boris. Je sais pas, je me demande si Homère n'avait pas l'intention d'écrire pour le temps qui passe et non pas pour l'éternité. Il est entré dans l'éternité, mais il n'en sait rien. Peut-être que lui voulait écrire pour passer le temps, peut-être. Alors, quand même, dès l'instant où on parle du temps, il est difficile de ne pas parler de la mort. C'est-à-dire que je pense que la première œuvre d'art est née de la lutte contre la représentation de la mort, qui est insupportable parce que c'est le temps infini. C'est la première fois où on se représente quelque chose qui ne finit pas, et ça déclenche le vertige, ça déclenche l'angoisse. Donc pour combler ce vertige du vide, ce vertige de l'infini, ce vertige de la mort, il faut remplir ça par des représentations. Alors là, les gens d'image sont tout à fait importants, alors qu'on les croit instantanés. En fait, les premières sépultures, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas jeter quelqu'un qu'on a aimé, on ne peut pas jeter le corps de quelqu'un qu'on a aimé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le décore, on lui met des images, on lui met des couleurs, on lui met des bijoux, on lui met des offrandes alimentaires, on met des cailloux autour de lui, des postures, des fleurs, on peint sur les murs, et l'image, la représentation vient à la place de l'autre qu'on aime, qui vit encore en nous, et qui pourtant n'est plus perçu instantanément dans le temps réel. Alors là, il y a une maîtrise du temps, et je pense que toutes les fonctions artistiques ont cette fonction, et les gens d'image sont probablement, on peut imaginer, les premiers à avoir tenté cette maîtrise de la représentation du vide, de la mort. Or, en disant ça, j'associe avec Georges Perec, à qui c'est arrivé. Georges Perec est né en 1936, je crois, où son père s'engage dans la Légion étrangère, il disparaît. Sa mère l'accompagne sur un quai de la gare du Nord, elle disparaît. Sa famille est autour de lui, elle disparaît. Et il se retrouve seul face au vertige et face à la représentation du rien, la représentation du vide, la mort autour de lui qui se sent vivant, peut-être oui, peut-être non. Or, il a 8 ans et il décide, un jour j'écrirai ce sentiment pour combler cette représentation du rien et je la remplirai avec, je me souviens, avec des détails, avec Charlot parachutiste, avec ces chansons qui restent en moi, qui sont non seulement la représentation de mon passé, mais il dit, dès l'instant où j'aurai écrit un livre, il a 8 ans quand il dit ça, dès l'instant où j'aurai écrit un livre, je sais que dans ce livre, il y aura le tombeau de mes parents. Désormais, je serai maître de la mort, je n'aurai plus d'angoisse. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Il a eu des angoisses, mais il a tenté, par une représentation artistique, alors lui, ce n'était pas un homme d'image, c'était un homme d'écriture. Et l'écriture, ce n'est pas la parole écrite, ce n'est pas la parole parlée. C'est-à-dire dans la parole parlée, il y a une émotion, on se rencontre, on est face à face, on se coupe la parole, il y a un travail émotionnel dans le temps. Alors que dans l'écriture, il y a la maîtrise de la mort, la maîtrise du vide, du passé. Et à ce moment-là, Georges Perec s'est rendu compte qu'il pouvait, avec des mots, remplir, faire un tombeau, comme il l'écrit lui-même. Dès l'instant où j'aurai écrit, le tombeau de mes parents sera là, et je pourrai à ce moment-là faire mon travail du deuil et vivre autrement. Il ne l'a pas fait, mais il a cherché à le faire. Oui, monsieur. Ma question, a priori, s'adresse à Yasmina Reza, mais pourra s'étendre, je l'expliquerai, aux autres participants. J'ai eu la chance de voir à ses tout débuts la pièce Art avec Fabrice Lucchini. Si je cite, ça a une raison. Je n'ai jamais, je pèse mes mots, dans une œuvre théâtrale ressenti autant le temps suspendu, les silences, les respirations. Et je me suis posé la question, et en particulier dans le rôle tenu par Fabrice Lucchini, dans ses rôles de contemplation, d'interrogation, d'interpellation par les autres dans la pièce, je n'ai jamais autant ressenti. Et je me posais la question, est-ce que c'est vraiment dans votre écriture? Est-ce que c'est un effet de la mise en scène?
est-ce que c'est un effet du talent et de la direction de l'acteur? Et quand je dis que ça peut s'étendre aux autres, c'est que dans un roman, dans un livre, on peut faire des découpages. Ils peuvent être des découpages liés à la façon dont l'éditeur va faire apparaître le livre. Ça peut être aussi dans la façon d'écrire, cette façon que l'on a, cette qualité, ce pouvoir que l'on a de décrire ou pas le temps et de le faire ressentir très fortement. Voilà. Donc, l'avez-vous voulu, l'avez-vous ressenti de cette façon, dans un théâtre qui n'est pas du boulevard, mais qui n'en est pas loin, où d'habitude les dialogues sont envahissants, précipités, les gestes aussi, et là, le temps est suspendu. Fabrice Lucchini a un véritable génie de la suspension. Non, mais c'est vrai. En ce sens, il est mon interprète idéal, uniquement dans ce sens, parce que, par ailleurs, Fabrice n'est pas mon interprète idéal, car il y a chez Fabrice une incapacité à jouer avec l'autre et à se mettre complètement en retrait, ce qui est nuisible par ailleurs pour d'autres aspects du théâtre. Mais c'est un grand ami et je le dirais aussi bien devant lui, donc c'est pas, y a pas. En revanche, et c'est pour ça qu'il a un énorme succès complètement justifié dans les textes dans lesquels il se démontre seul. Il a vraiment ce génie du phrasé, du placement de la virgule, de la suspension, du mot. C'est très proche de la manière dont j'écris. Pour moi, pour reprendre ce que vient de dire monsieur, je ne pense pas que l'écriture soit pour combler la lacune de la mort, mais pour combler les lacunes de la vie, plutôt. Même dans le cas de Pérec, puisque la mort n'est pas une lacune, c'est la vie qui est complètement lacunaire, qui est... Il n'y a que des trous dans la vie, il n'y a que des trous, il n'y a que des manques, il y a très très peu de plein. Et c'est ça que j'essaie de faire dans l'écriture théâtrale, qui se prête évidemment magnifiquement et infiniment plus que l'écriture littéraire. Puisque l'écriture théâtrale, c'est comme une partition ou alors comme un jeté de pinceau à la japonaise, on ne va pas jusqu'au bout. La couleur ne va pas jusqu'au cadre, elle laisse un espace vide, incertain, indéterminé. Pour moi, les mots au théâtre sont des parenthèses de silence. Je me permets de vous dire que pour moi, mon théâtre n'a strictement rien à voir avec le boulevard. Non, parce que c'est quand même une chose que je lis depuis que j'ai débuté et qui m'exaspère au plus haut degré. On dit boulevard parce qu'on rit. Moi, j'aime que les gens rient. Je trouve que le rire, c'est très salvateur, c'est merveilleux. Pourquoi s'en empêcher? Et pourquoi cette détractation permanente du rire? Mais le rire n'exclut pas l'intelligence, n'exclut pas la suspension, justement, et n'exclut pas la sensation très prenante du temps. J'essaye d'écrire, alors là je dis j'essaye en toute modestie, comme on écrit de la musique. C'est-à-dire, pour moi, en musique, qui est l'art suprême, le seul art pratiquement, c'est le silence qui compte en musique, c'est pas les notes. Voilà. La question s'adressait d'abord à Yasmina Reza, mais vous étiez éventuellement invité à réagir, sinon on peut passer à une question suivante. Je voudrais bien qu'on fasse remonter un peu le micro après, parce qu'il ne va jamais arriver en haut sinon. Je ne sais pas où il est. Monsieur là, mais c'est encore bas. Bon, alors. Et ensuite. Bonjour, Pierre Bourgeois. Bonjour. J'habite dans les Hautes-Alpes. J'avais une question qui s'adresse peut-être plutôt à M. Cyrulnik et qui nous ramène peut-être au sujet de la conférence qui était lire, écrire, retrouver l'expérience du temps sensible. Alors, le temps sensible par rapport à quel autre temps? Le temps insensible, le temps non sensible? Justement, au début, vous aviez un petit peu parlé du temps sensible. J'étais un peu perplexe. C'est quoi le temps sensible? En écoutant M. Cyrulnik, j'entends parler d'éternité et d'angoisse. Je me dis, c'est peut-être ça le temps non sensible. C'est ce temps-là qui nous fait peur. C'est ce temps-là qui est indéfinissable, qui nous angoisse. Alors, on essaie de l'éviter, de s'échapper de ce temps, et on en parle beaucoup, c'est cette problématique qui est vraiment sur le tapis, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui, beaucoup. On parle de s'échapper du temps en écrivant, etc. Alors qu'il me semble, au contraire, que retrouver, ou même tout simplement trouver, plutôt que retrouver,
trouver l'expérience du temps sensible, c'est peut-être quelque chose, effectivement, qui se retrouve dans l'écrit et dans le lu, plus que dans toutes les autres formes disons, d'expérience ou d'expression humaine, que dans les autres arts. Et c'est la question que je voulais poser à M. Cyrulnik. Est-ce que justement dans l'écrit et dans le lu, on n'est pas en train de poser sa conscience à un moment donné, non pas de vider, mais voilà, de sortir le chimère de là où il est dans l'éternité, de le poser. On maîtrise justement en quelque sorte le temps qui nous angoisse et qui est insensible, okay, pour le rendre sensible. Et celui qui lit, au lieu d'être là à recevoir quelque chose, interagit directement avec ce phénomène. Je vous pose la question, est-ce que vous voyez un petit peu les choses comme ça? Est-ce que vous pourriez un petit peu étendre la question dans ce sens-là? Merci. D'accord, ben écoutez, je vote pour vous. C'est-à-dire que c'est l'idée que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a que des représentations du temps. Et que si on vit dans l'instant, c'est des connaissances, bon, je ne veux pas paraître trop technicien, mais c'est des connaissances de neurologie. C'est-à-dire que lorsque neurologiquement, on abîme le lobe préfrontal, les gens vivent dans l'instant, dans des successions de perceptions du temps. Ils ne peuvent plus ni anticiper, ni aller chercher dans son passé, qui est aussi un mode d'anticipation assez curieusement. Il faut aller chercher dans son passé, c'est-à-dire qu'il y a un aspect intentionnel de la mémoire, il y a une anticipation de son passé. Et c'est un acte de quête. Or, lorsque ces gens, sur le plan neurologique, ont un accident, ils n'ont plus cette aptitude neurologique à se représenter le temps, ils vivent dans des tranches de présent. Donc, ils ne perçoivent pas le temps. Ils n'ont plus de temps sensible, ils se contentent de réagir à des stimulations. Alors, ça donne des situations tout à fait paradoxales, tout à fait curieuses. C'est que si autour d'eux, c'est calme, comme on le voit dans certains services hospitaliers, eh bien, ils sont calmes, puis à ce moment-là, les gens s'agitent autour d'eux, alors ils commencent à s'agiter, à répondre. On parle de très loin dans l'espace, ils répondent à la question qui est posée à l'autre bout de la salle, parce que n'ayant plus de représentation du temps, ils sont troublés dans leur représentation de l'espace, si bien que lorsqu'on parle l'un à l'autre, on voit bien si quelqu'un s'adresse à nous, près de nous ou loin de nous, eh bien eux, ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que si quelqu'un pose une question à l'autre bout de la salle, ils y répondent, ils sont soumis à l'instant qui passe. Et ces gens-là, donc si on s'énerve autour d'eux, ils s'énervent, et puis ensuite la salle se calme, ils se recalment, ils redeviennent totalement immobiles. Or, ce qui est assez intéressant, pour répondre à votre question, c'est qu'ils n'ont pas de trouble de la mémoire. Lorsqu'on leur récite, par exemple, on leur lit Le Petit Chaperon Rouge, et puis, donc ils le reconnaissent, ils disent Le Petit Chaperon Rouge, et puis à un moment, on fait une faute volontaire. Alors ils disent « Ah non, c'est pas ça du tout ». Donc ils se rappellent très bien. Et on leur dit « Mais est-ce que vous voulez dire ce qui se passe ensuite et raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge ?» Eh bien, ils ne dépassent pas une phrase, parce qu'ils n'ont plus d'anticipation, donc ils ne vont plus chercher dans leur mémoire de quoi faire un récit. Donc ces gens sont soumis au temps qui passe, ils n'ont plus aucune émotion, ils n'ont plus aucune angoisse. Donc le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. Mais alors, on va continuer à lire et écrire alors. Mais peut-être on peut négocier, peut-être on peut proposer d'autres méthodes. Or, là, mais c'est ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire que l'autre méthode, c'est de fabriquer une chimère. Mais lorsqu'on fabrique une chimère, c'est-à-dire sa propre représentation du temps, sa propre représentation de ma biographie, de ce que je vois autour de moi, c'est une représentation au sens théâtral du terme, c'est une mise en scène, au sens théâtral du terme. Et cette représentation, on a beau savoir que c'est une mise en scène, on a beau savoir que c'est pas pour de bon, on l'éprouve quand même, peut-être encore plus fort que dans le réel, et on pleure, on s'indigne, on rit, beaucoup plus fort encore pour une pièce de théâtre que dans le réel souvent. Parce que la représentation est une épure, alors que la perception est toujours ambivalente, elle est toujours mêlée. La preuve, c'est que dans les moments de grande souffrance, il y a toujours quelque chose qui nous fait rire, qui nous émeut. Donc c'est toujours mélangé dans le réel, alors que les représentations, elles, peuvent être pures. Or, lorsqu'on écrit, ou lorsqu'on fait, alors pour ma part, je ne dirais pas une œuvre d'art, mais enfin c'est quand même une représentation, c'est une représentation parfois scientifique, parfois une littérature scientifique, mais c'est quand même une représentation. Or, lorsqu'on s'adresse, c'est un acte d'intimité, assez paradoxalement, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, on s'adresse au lecteur idéal, à celui qui pourra nous comprendre à la perfection. Donc c'est un acte de communication, d'intimité, alors que c'est un acte apparemment public. Or,
lorsqu'il y a souvent des contresens dans cette communication, et je pense, par exemple, quand on discute avec les lecteurs, très souvent il y a des phrases qu'on a écrites qui avaient un sens pour nous, et on rencontre un lecteur qui nous dit oh, « J'ai noté cette phrase, page 157, elle a changé ma vie », et on parle avec lui, on se rend compte que ce qui a changé sa vie, et ce qu'il a compris, lui, c'est pas du tout ce qu'on avait l'intention de communiquer. Donc, mais ces contresens, on fait pareil dans la vie quotidienne, dans la vie de couple. Dites-moi qu'on fait pas pareil. On fait pareil avec nos enfants, on fait pareil. Et c'est bien comme ça, parce que ça nous oblige à la créativité constante. Le flou nous oblige à la créativité, alors que si la communication était constamment rigoureuse et précise, comme dans une communication digitale par exemple, eh bien ça ne serait plus la peine de parler, il suffirait de s'envoyer des messages en morse ou des messages purement informatifs, et dans ce cas-là, toute la fonction de la parole, toute la fonction de l'œuvre d'art perdrait son sentiment, son émotion. Moi, j'aime bien ce que M. Cyrulnik a dit à l'instant sur le fait que le lecteur n'accorde pas nécessairement le même sens à une phrase qu'on a écrite, mais ça va même au-delà. Le lecteur s'approprie l'œuvre. L'idée que je me fais des figures, des silhouettes, des traits, des personnages, des particules élémentaires n'est certainement pas celle de Michel Houellebecq. Et le sens que j'ai attribué à tel ou tel passage de son livre qui m'a ému, c'est certainement pas le sien. Bon, le livre, c'est évidemment une bouteille à la mer. On est propriétaire de ce qu'on a fait, mais on ne répond absolument pas de la manière dont c'est reçu. Et tout le travail d'imagination que nous faisons, enfin, surtout quand on a la volonté de donner par exemple un visage au personnage. Je suis persuadé que si on essayait de demander à chacun quels sont les traits qu'il donne à tel personnage des Misérables ou de Balzac, on aurait 500 portraits complètement différents. Et je crois que cette proposition que fait l'auteur, ça vaut aussi pour le théâtre, sauf que le théâtre, quand on le voit, on a une interprétation qui vous est, sinon imposée, du moins offerte. Tandis que dans le roman, ou dans le livre d'histoire d'ailleurs, et même dans certains essais, il y a place pour l'imagination et la création propre du lecteur. Merci Jacques Rigaud. Enfin, sur le visage, on a quand même le choix de préciser beaucoup ou très peu. C'est amusant d'ailleurs, enfin, on peut mélanger les deux. Des personnages très précis, très précisément décrits, et d'autres pas du tout. Bon, moi, quand j'ai quand même des trop fortes divergences d'interprétation, je m'inquiète. Ça me pousserait plutôt à répéter la même chose, quoi. Enfin, à refaire le même livre indéfiniment jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc c'est plutôt un inconvénient, quoi. Mais ça, c'est un peu comme dans la conversation. Enfin, parfois, on dit quelque chose et les gens comprennent autre chose. Mais non pas parce qu'ils ne vous ont pas compris, mais parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que vous pensiez vraiment ce que vous venez de dire, quoi. Donc, c'est inconcevable pour eux. Donc, ils essayent de modifier enfin, pour ne pas se fâcher, vraisemblablement, dans un but de modifier ce que vous venez de dire de manière à le transformer en quelque chose d'acceptable. Donc, c'est vrai que là, il y a deux méthodes. La méthode apparemment intelligente consistant à trouver une autre formulation pour dire la même chose, ou la méthode bête consistant à répéter exactement la même formulation. Les deux ont leur mérite, hein. La méthode bête a plus de mérite qu'il n'y paraîtrait, à mon avis. Parce que les gens finissent par vous croire quand on répète. Voilà, mais ça, c'est pas tellement
Oui. Enfin, Merci Michel Houellebecq. On va poursuivre l'échange. Peut-être une question. Une question à Monsieur Houellebecq. Vous êtes... Je peux? Allez-y, je ne vous vois pas simplement, mais c'est pas un drame. Ah, voilà. Alors, bonjour madame. Voilà, Monsieur Houellebecq, j'ai peut-être difficulté à comprendre ce que vous dites, mais je vais vous poser une question par un autre roman interposé. Quand je lisais La montagne magique de Thomas Mann, j'ai assisté à cet étirement du temps qui était le propre du récit, à savoir que le temps de la personne soi-disant bien portante devenait petit à petit le temps du malade. À la fin du roman, on se retrouvait face à l'éclatement de la guerre de 1914. Je me demande si, pendant la construction de cette maison de santé, qui sont vos deux textes, dans lesquels beaucoup de gens se retrouvent, s'identifient, est-ce que vous avez été frappé par la scansion du temps réel, par exemple des communiqués de la guerre du Kosovo? Est-ce que ça vous a éclaboussé votre notion du temps? Parce que la relation santé-maladie me paraît très importante dans la genèse du temps. Et je vous parle en tant que lectrice, mais aussi dans ma qualité de personne qui essaie de réfléchir sur la maladie et la santé de notre époque. Merci. Merci, madame. Eh bien non, j'ai pas du tout pensé à ce qui se passait dans le monde extérieur, en fait. C'est assez... Oui, enfin, je n'arriverai pas à m'expliquer, là. Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport dans la montagne magique entre le fait que les personnages acceptent un temps qui s'écoule très vite et l'espèce de décadence qui les conduit à souhaiter une guerre et à produire une guerre. Mais ce rapport est difficile à expliciter, quoi. Enfin, je sens ce que vous voulez dire, mais plus que je peux vraiment répondre. On peut y revenir de toute façon. Ben non, mais On restera sur ce ressenti pour l'instant. Je propose qu'on poursuive l'échange. Oui, et puis... Allô ? Bonjour. Bonjour, oui, voilà, c'est on m'entend. Loïc Lemarec de l'École supérieure d'ingénieurs de Marseille. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir, on parle là actuellement des rapports qu'il y a entre l'écriture et les événements extérieurs. J'aimerais savoir, quand vous, écrivain ou bien scientifique, quand vous parlez d'événements peut-être un peu anodins de la vie de tous les jours, est-ce que d'une certaine manière, ça vous aide à coucher sur le papier d'autres événements qui, eux, peuvent être beaucoup plus forts ou beaucoup plus riches en sensations, en émotions? Voilà, je vous remercie. Vous voulez qu'on précise la... J'avoue que je ne comprends pas très bien la question. Oui, on va peut-être préciser un petit peu, Loïc. Précisez-la parce que... C'est quel point que vous ne comprenez pas en fait? Je vais essayer de reformuler la question. Donc, c'est la méthode numéro 1 là.
Dans toute œuvre, on peut considérer qu'on est obligé de parler de certains événements anodins qui entourent la vie des personnages ou les événements qui se passent. Ces événements qui sont relativement anodins, qui ne signifient rien en soi, ils peuvent permettre à un écrivain ou à un scientifique de développer d'autres points de vue en offrant d'une certaine manière un regard différent sur l'événement, sur la pensée. Et contre laquelle je m'insurge, on n'est jamais obligé à quoi que ce soit. Quand on écrit, bon, je ne parle pas du scientifique qui veut démontrer une thèse, mais quand vous êtes dans le roman, vous êtes dans une totale liberté. Et tel détail, bon, ça a été le propre du nouveau roman. Je me souviens, c'est dans la modification de Michel Butor, où il y avait 3 pages sur la vibration d'un pépin de citron ou d'un truc de citron sur la plaque de fonte d'un wagon de chemin de fer. C'était un détail qui était complètement dérisoire et qui, a priori, dans un récit, n'avait rien à faire. Sauf que pour le romancier, pour son regard, pour la manière dont il voulait voir la vie, il s'attachait à ce détail. Je suis en train de lire le livre de Jean Echenoz, Je m'en vais. Eh bien, il n'y a pas de doute qu'il y a des détails sur le fait qu'il s'installe sur un strapontin de métro plutôt que sur la banquette. Et il y a toute une explication sur le fait qu'au strapontin n'est plus libre, moins en promiscuité que sur la banquette, qui peut apparaître complètement dérisoire, sauf que c'est de l'art à l'état pur. Parce qu'à travers ce détail, il décrit un rapport aux autres, une difficulté d'être, une difficulté de communication, etc. Et par conséquent, me semble-t-il, encore que mon expérience de romancier soit courte, pour le romancier, il n'y a pas de détails ou de choses importantes. Il peut donner, comme le peintre, Chardin peignant un oignon ou une cuillère ou je ne sais quoi, fait de cet objet purement utilitaire quelque chose de cosmique ou qui prend un sens complètement différent pour son regard et pour le nôtre. Et il m'est arrivé, quand par exemple, j'ai voulu évoquer dans un autre livre ma génération, ma jeunesse, de retrouver dans ma mémoire des choses complètement enfouies, auxquelles je n'ai jamais plus pensé depuis 40 ans, mais qui, en termes de détails, étaient tellement révélateurs que ça évoquait, comme la Madeleine de Proust, 1000 choses pour moi, et qu'un certain nombre de lecteurs m'ont dit, mais où est-ce, et notamment des amis d'enfance, qui m'ont dit, où est-ce que tu as été trouver ça? Mais c'est tellement vrai, et ça rappelle tellement de choses. Par conséquent, vous savez, le romancier, ou d'une façon générale, l'écrivain, c'est vrai aussi du poète, c'est une éponge qui absorbe des quantités de choses, qui en fait une alchimie à laquelle lui-même ne comprend rien. Et une décantation s'opère, et puis il y a des trucs qui sortent comme ça, sous une espèce d'inspiration ou par un effet, je dirais, d'entraînement, et qui donne à quelque chose de complètement banal. Un côté épique, un côté poétique, et littéralement transfiguré. Alors on ne réussit pas toujours, mais ça conduit à poser des questions comme la vôtre, et c'est très bien. Boris Cyrulnik, vous vouliez dire un mot quand même sur cette question? C'est une question effectivement stimulante. C'est-à-dire que l'idée que je vous propose, c'est qu'on ne rencontre pas, on n'est pas sensible à tout le monde. Et on ne rencontre pas n'importe quel objet, on ne rencontre que les objets auxquels on est sensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout percevoir, sinon on serait confus. Donc on est obligé de réduire pour percevoir. Alors on peut décrire un oignon, et dans ce cas-là, c'est qu'on a rencontré un oignon parce qu'on y a été sensible. Ou une madeleine, parce que dans notre histoire, cette madeleine prend une signification. C'est-à-dire que la madeleine veut dire quelque chose, et Proust arrive à lui faire dire. C'est-à-dire qu'en somme, même si... Mais aussi on peut se servir de ces mots pour se cacher derrière les mots. C'est-à-dire que Echenoz ou Butor, ou parfois Robbe-Grillet, dans la Persienne, je me demande s'ils ne se servent pas de ces descriptions qui durent parfois plusieurs dizaines de pages, justement pour ne pas dire « je ». C'est-à-dire qu'ils disent « je ne parle pas de moi, je parle de ce à quoi je suis sensible ». Donc, ils parlent d'eux, mais pas d'eux.
Donc il se cache derrière les mots, c'est-à-dire qu'il se cache aussi derrière les objets, et ça c'est une forme romanesque souvent intéressante. C'est-à-dire que les gens font croire qu'ils décrivent ou qu'ils sont témoins d'un événement dans la vie hors d'eux, alors qu'en fait ils ne parlent que d'eux-mêmes, ils ne parlent que de ce à quoi ils sont sensibles. Mais je crois que c'est vrai aussi pour les scientifiques. L'autre jour j'étais à Genève à une réunion de travail avec des linguistes, et je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes devenus linguistes ? Alors tous ont d'abord eu une raison raisonnable. Je leur ai dit, bon, ben d'accord, ça c'est la raison raisonnable, maintenant dites-moi la vraie raison. Et on s'est aperçu qu'en fait, pratiquement tous les gens autour de la table avaient aimé quelqu'un qui avait une difficulté de langage. Un père aphasique, un frère trisomique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet linguistique auquel ils consacraient leur vie parlait d'eux-mêmes. Donc je crois qu'en fait, même quand on est scientifique, on parle de soi. Merci. Papa au micro. Il est là ? Oups. Je sais pas où il est. Ah, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais plus quel écrivain disait que un roman, c'est du temps rajouté au temps. Est-ce qu'écrire, justement, c'est pas une manière de rendre le temps plus dense, plus intense ? Sentiment qu'on tourne un peu autour de la question quand même depuis une heure. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite reformuler à partir d'une question reformulée. Non, on risquerait de se répéter. Je crois qu'on va tourner. Oui, monsieur. Mais c'est pas... Oui, ça marche. Voilà, je suis Jean-François Périmont, né à Marseille, j'habite Marseille. Alors la question... Voilà, je tenais en tout cas dans ma question à citer un proverbe arabe qui dit, et c'est bien sûr l'individu face au temps, hein, arrange-toi le plus souvent pour vivre comme si tu allais vivre toujours, mais aussi à la fois comme si tu allais vivre pas longtemps, c'est-à-dire mourir demain. Depuis, paraît-il que ce proverbe arabe aussi a été agrémenté du fait que le temps est une arme. Bon, et la question, je voulais la poser à Michel Houellebecq. Donc, ces romans me paraissent à beaucoup de gens très vrais, meilleurs sans doute que beaucoup d'autres auteurs francophones des années 90 ou même années 80. Mais j'ai l'impression que dans ces personnages, ces romans, c'est l'idée qu'il y a dans ces proverbes arabes n'apparaissent pas. Et la question que je voulais lui poser, c'est est-ce que, vu qu'il y a beaucoup de rapports entre la francophonie, la langue qu'on emploie, et le monde arabe, est-ce que dans un de ses futurs romans, il n'aurait pas envie d'utiliser un petit peu cette idée-là ? Non. Voilà. Merci pour la question. Je réponds honnêtement non. Je vais développer. Hein. Non, moi par contre, j'ai tendance à tenter de me comporter comme si j'allais mourir après la fin du livre, parce que je sais bien que je vais fâcher des gens au départ, donc pour pas y penser, il faut envisager l'hypothèse qu'on va disparaître, parce que je suis pas un naturel courageux. Donc supposer qu'on va mourir après la fin du livre aide. Mais non, mes pauvres personnages, s'ils allaient mourir demain, je crois que ça ne changerait rien. C'est-à-dire qu'ils ne sauraient toujours pas quoi faire. Donc, pour répondre à la question d'avant, au passage, les éléments anodins de la vie, le fait que tout paraisse anodin est en lui-même une tragédie suffisante pour donner matière à un livre, quoi. En fait. Mais alors par contre, la deuxième partie des gens se comportant comme s'ils allaient mourir demain, ça existe. Des gens se comportant comme s'ils allaient vivre toujours, je ne crois pas que ça puisse correspondre à grand-chose aujourd'hui.
Enfin, l'idée de la mort est quand même bien implantée. Boris Cyrulnik. Yasmina Reza. Moi, j'ai la sensation inverse. J'ai la sensation que, d'une manière générale, on se comporte comme si on avait tout le temps devant soi. Ça, c'est étrange que vous puissiez dire ça. J'ai l'impression que les gens ne sont pas du tout dans une urgence. En fait, si tout le monde a conscience qu'il va mourir, mais personne n'a d'idée, quoi, sur la manière dont. Enfin, je veux dire, pour s'agiter, il faut d'une part savoir qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais avoir envie de faire quelque chose aussi. Donc, c'est la deuxième condition qui manque, à mon avis. Oui, non, mais ça, je suis assez d'accord avec ça. Il y a la question du désir et du désir immédiat, mais oui, alors on dit peut-être la même chose en fin de compte. Mais enfin, en tout cas, ça correspond à quelque chose. C'est pas... Moi, je trouve qu'on rencontre plus de gens qui mesurent pas le temps restant que de gens qui ont la sensation d'urgence. Enfin, bon, en fait, je me souviens plus très bien, mais le feuilleton américain là, qui était basé sur cette idée, c'est très américain, là, du type qui est condamné à mort dans 3 mois. C'est un feuilleton qui passait quand j'étais jeune, je sais pas. Le prisonnier ? Non, c'est pas le prisonnier, non. C'est un feuilleton beaucoup moins connu. Enfin, la donnée de départ, c'est qu'il était condamné, quoi. Dans 3 mois, donc il faisait plein de choses extraordinaires. Le problème, c'est que souvent, moi, je crois que mes personnages feraient rien, en fait. Enfin, c'est ça le... Parce qu'ils n'auraient pas d'idée. Enfin, ouais. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, et dont vos personnages... Ou alors ils essaieraient de faire quelque chose, mais ça raterait. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas la perception... Non. C'est tout à fait pour une autre raison. C'est le deuxième terme de la proposition dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Avoir la conscience, mais avoir l'envie, l'idée de faire quelque chose. Il y a une autre manière de s'approprier. Je pense à ce mot du général de Gaulle, à qui on parlait de la nécessité d'une alliance entre la France et l'Allemagne, et laissant tomber « voilà 1000 ans que je le pense ». Et parfois on pense aussi, et c'est vrai, parce qu'on s'approprie toute une histoire avant nous, et je suis persuadé qu'il y a des tas de choses que chacun de nous pense depuis 1000 ans, ou un peu plus. Ou un peu moins. Je me permets de revenir sur la question, mais c'est vachement... Moi, ça m'a toujours passionné les récits de derniers jours de condamnés à mort et de dernière volonté, quoi. Et moi, je comprends très bien ceux qui dorment en attendant, quoi. Et il y en a, hein, c'est pas du tout exceptionnel. Il y en a qui disent bon, puis ils s'endorment, quoi. Enfin, il y a toute une gamme, en fait. C'est fascinant. Il y a toute une gamme de comportements. Bien. Moi, je voudrais poser une question. Donc, je suis Christiane. Vous promettez après qu'on fait remonter le micro. Je suis certain qu'on voit mal en plus, mais qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer. Donc, moi aussi. Mais j'ai dit après, madame. Merci. Je vous en prie. J'ai bien aimé ce qu'a dit M. Rigaud sur en faisant appel à Proust, parce qu'il me semble que parler du temps et parler de l'écriture, c'est évidemment penser à Proust. Et je pose la question, est-ce qu'en fait, il n'y a pas, depuis le début du débat, on ne confond pas deux temps, le temps intérieur et le temps objectif? Et en fait, est-ce que l'expérience intime du temps, c'est pas l'expérience de l'inconscient, comme le définit Freud, qui n'a pas de temps, qui ne connaît pas le temps, selon la définition de Freud? Et est-ce qu'en fait, le temps personnel à la personne, justement, c'est pas justement l'éternité,
et on rejoint ce que disait donc le général de Gaulle, c'est-à-dire à l'instant, dans mon inconscient, j'ai toute mon histoire, toutes mes sensations, comme dit dans son livre L'ensorcellement du monde, Boris Cyrulnik, toutes mes sensations de ma petite enfance, toute mon histoire qui sont là, dont le temps n'existe pas, mais j'ai aussi tout ce que j'ai appris, donc j'ai 1000 ans en moi, et c'est peut-être ça l'éternité, c'est le dialogue avec l'inconscient, l'ouverture avec l'inconscient et la culture. On pourrait épiloguer à l'infini. Je ne vais donner ici qu'un sentiment personnel. Ne parlons pas d'éternité, parce que pour moi, alors là, on entre dans le domaine de la foi, de la religion, qui est un domaine tout à fait considérable, mais qui échappe un peu à ce que nous sommes en train de dire pour l'instant. J'ai vraiment, personnellement, la conviction que notre perception du temps personnel, du temps sensible dont on a parlé, qui pour moi clairement s'oppose au temps arithmétique, au temps géométrique où chaque minute en vaut une autre, chaque heure en vaut une autre. Pour moi, le temps sensible, c'est précisément ce temps dilaté, comprimé, en fonction de mes émotions, de mes activités, etc. Mais ce temps personnel, pour moi, n'a de sens que si je le relie au temps long de l'histoire et au temps long de mon hérédité, que j'ignore. La seule chose que j'envie chez les aristocrates, c'est qu'ils peuvent connaître leurs ancêtres d'il y a 3 ou 4 siècles, ce qui est parfois d'ailleurs des fréquentations encombrantes, mais c'est ça, et de même que dans le peuple juif, ce que j'aime, c'est cette conscience qu'il a de ses racines, alors pour le coup très lointaines. Et moi qui suis un fils de gueux et de serfs de Bourgogne et d'Armagnac, je ne remonte pas, grâce à mon arrière-grand-mère, au-delà de son propre arrière-grand-père qui a fait la campagne de Russie. Et c'est déjà beaucoup. Bon. Mais que ce soit pour mon hérédité, ou pour l'histoire de mon pays, ou de l'Europe, ou de cette souche judéo-chrétienne, il est bien évident que mon temps n'a de sens qu'inséré dans cette continuité. Et je la sens perceptible à tout moment, dans mes émotions, dans ma mémoire, dans mes valeurs. Et pour la suite, bon, j'ai la chance d'avoir des enfants, je crois à l'avenir d'un pays, je ne sais pas du tout combien de temps ça durera, si notre planète explosera, ce qui se passera. Mais j'ai aussi cette conception d'un avenir. Et quand on agit, quand on est un homme d'action, qu'on projette, que ce soit en essayant de sauver un patrimoine, de construire un musée, de faire revivre un monument historique ou de s'occuper des dernières technologies de la communication, on sait que ce que l'on fait, les actes que l'on pose, dureront au-delà de nous. Pour nos propres écrits, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le musée d'Orsay que j'ai eu à construire, ou que la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon que j'essaye de faire revivre, ou ce qu'on peut faire dans le domaine de l'information, de la politique, ça durera au-delà de nous. Et par conséquent, pour moi, le temps sensible n'est pas simplement le temps de nos jouissances, le temps un peu narcissique, de nos divagations, de nos rêves, mais c'est quelque part un temps responsable, dans la mesure où nous sommes responsables des fautes ou des actes bons de nos anciens, et que nous influons, que nous le voulions ou non, pour le meilleur et pour le pire, sur ce que fera après nous. Boris Cyrulnik. Alors on peut reprendre l'enchaînement avec Madame, avec Monsieur Rigaud, parce qu'effectivement, il y a le temps mathématique, dont M. Rigaud a un peu parlé, il y a le temps éprouvé, et il y a le temps social et le temps inconscient, dont Freud a clairement parlé. Il a dit l'inconscient, pour l'inconscient, l'homme est immortel. Et ces temps-là sont des découpes différentes du réel. C'est-à-dire que le temps mathématique, ça c'est une performance intellectuelle tout à fait stupéfiante. Comment des hommes peuvent-ils découper un temps mathématique au point qu'il a une sorte de valeur universelle? C'est-à-dire que si Pythagore revenait sur Terre aujourd'hui, il emploierait les mêmes mesures de temps que les Russes ou les Américains. Alors ça, c'est un mystère de la pensée. Il y a le temps émotionnel, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec les enfants
abandonnés. Or, ces enfants abandonnés, très souvent, ont des répétitions de l'abandon. Et parce que notre structure sociale s'en occupe mal, mais lorsque on leur donne la parole et qu'on leur demande de faire le récit de leur temps, de leur vie, à quelle date tu étais là, à quelle date tu as été à l'école, à quelle date tu as été renvoyé, eh bien, on se rend compte que les moments d'isolement relationnel constituent des trous dans leur temps. Ils n'ont pas de mémoire et il y a des trous dans leur récit. Ils n'ont de mémoire, ils ne peuvent structurer leur temps que dans une relation. Quand mon père a dit ça, quand ma mère a fait ça, et moi, enfant, je me structure que sous la parole et sous le regard d'un autre. Alors bien sûr, c'est encore plus vrai pour le temps social, le temps du premier travail, le temps du mariage, le temps de la mort de Jean-François Kennedy, le temps de la Coupe du Monde de football. Donc tout ça, c'est des repères sociaux de la structuration de mon temps intime. Et pour répondre maintenant à la question de Madame, l'inconscient se moque de tous ces temps-là, c'est-à-dire que pour l'inconscient, l'homme est immortel. Et ça explique l'étonnement de Houellebecq tout à l'heure quand il disait il y a toute une gamme. C'est exactement ça, il y a toute une gamme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous étant structuré par des temps qui sont différents pour chaque personne, on peut avoir au moment de l'annonce de la mort des réactions étonnamment différentes. Certains, effectivement, disent « bon, ben ça va, maintenant j'ai plus d'angoisse puisque demain c'est fini ». Et effectivement, ils sont bien, ils se couchent et ils s'endorment. D'autres, au contraire, dénient, c'est pas possible, ou si mon corps n'est plus là, mon âme sera ailleurs, donc de toute façon, je suis immortel, on peut faire ce qu'on veut avec mon corps, je n'ai pas d'angoisse puisque de toute façon, je suis immortel. Et puis on peut conjuguer comme ça et inventer des tas de gammes différentes de la représentation du temps. Donc quand on parle du temps, on se trompe, on devrait parler des temps mathématiques, des temps émotionnels, des temps relationnels, des temps sociaux et des temps inconscients. Mais alors là, c'est pas 90 minutes qu'il faudrait, c'est plusieurs semaines de temps. 90 minutes dont il reste à peu près une dizaine. Alors j'aimerais vraiment, il doit nous rester le temps peut-être pour 2-3 questions et encore qu'on remonte le micro pour. Je sais que c'est un peu arbitraire et qu'il y aura des déçus. Monsieur, c'est ici. Je ne vous vois pas. Ici. Ici. Ici, là-haut. Là-haut. Alors si c'est là-haut, allez-y. Bonjour. Bonjour, j'espère que je vais arriver à être claire dans ce que je voudrais vous demander. C'est au sujet, enfin, notre idée, le temps qui est quelque chose qui nous permet de nous transformer. Et relié à la création, je me demandais si, quand l'on crée quelque chose et qu'on a fini cette chose-là, qu'on la regarde, est-ce qu'on ne s'est pas un peu défait, on ne s'est pas un petit peu détruit soi-même, est-ce qu'on n'a pas laissé quelque chose de soi dans cette œuvre, mettons, dans cette chose qu'on a faite, et est-ce que l'on se reconnaît là-dedans ou est-ce qu'au contraire on trouve ça très étrange, qui ne nous ressemblerait pas, et est-ce que en progressant dans la création, on devient de plus en plus léger, et dans le temps, est-ce qu'on au lieu de se créer, on se décrée dans le sens où on va plus vers ce qui est impalpable en nous, comme le temps lui-même du reste. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, et j'aimerais, si vous le ressentez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Merci. Yasmina Reza. Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante, parce que il y a un vrai paradoxe. On peut croire qu'écrire, c'est comme être devant un prêtre ou sur le divan d'un psychanalyste, c'est-à-dire on peut croire que ça ressemble à une mise à plat de soi et que c'est une manière d'évacuer ou de se débarrasser ou de régler des anxiétés profondes. Alors d'un côté c'est vrai, mais quand je dis d'un côté c'est vrai, c'est-à-dire c'est le moteur de l'écriture. Mais ce qui est très étrange, c'est que au lieu d'être quelque chose qui serait salvateur, de l'ordre de l'apaisement, enfin bien évidemment je parle pour moi, hein, c'est comme si on avait additionné la souffrance. Ça donne un miroir. Si vous êtes laid,
et que vous ne regardez pas dans une glace, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous êtes laid et que vous tombez sur un miroir, vous ajoutez à la tragédie. Pour moi, relire certaines choses que j'ai écrites, comme L'homme du hasard par exemple, ou même, je n'ai pas beaucoup de recul sur une désolation, mais je sais que ça deviendra, me sera une souffrance très grande. Souffrance de la proximité, où là j'aurai la sensation, je le sais déjà, comme pour Conversation après un enterrement, qui est une pièce que j'ai écrite en 85, donc qui est assez loin maintenant, sensation de totale reconnaissance, bien que l'œuvre soit calcifiée, qu'elle n'ait plus aucune valeur émotionnelle publique pour moi, mais elle a une valeur intérieure, ce qui n'est pas la même chose. C'est une reconnaissance qui n'est pas heureuse et qui n'a été d'aucune utilité. Donc il y a une chose très étrange dans l'écriture. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Est-ce qu'on ne se défait pas ? Pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout qu'on se défasse, ni encore moins, évidemment, qu'on s'allège. Au contraire, on s'alourdit, puisqu'on traîne cette espèce de fardeau qui est l'œuvre, en plus de soi, et dont on va devoir répondre. Et souvent, comme il a été dit tout à l'heure, à contrario, parce que ce que les gens lisent n'est pas ce que vous avez voulu dire 9 fois sur 10. Et donc on se sent obligé d'enfoncer le clou, de redire, souvent en effet de la même manière. Et voilà. Je ne sais pas sur cette question si Michel Houellebecq ou oui. Disons que c'est un inconvénient du théâtre auquel je n'avais pas pensé. Parce qu'effectivement, on est forcé de se réécouter quand même. Moi, je ne me relis jamais, ce qui évite le problème. Une fois que c'est fini. Et c'est peut-être l'explication du fait que sinon, si j'ai l'impression agréable, moi, de me défaire. C'est-à-dire, si on considère les traits de personnalité comme des tics, je perds quand même des tics. Donc j'ai l'impression d'avoir moins de personnalité après qu'avant, et c'est plutôt agréable. Donc il y a une espèce de... Si, ça marche quand même, je retourne à une espèce d'innocence un peu plate, après avoir fini un livre. Mais effectivement, si je devais me relire, ma première réaction sans doute serait de tout nier en bloc. mais vraiment, j'y suis pas forcé, quoi. Je veux dire, oui. On a le temps, je pense, pour une dernière question. Oui, bonsoir, Christian Michel, photographe. J'aimerais savoir si dans vos œuvres, donc, vous acceptez le fait qu'il y ait donc plusieurs articulations dans le sens, quoi. Plusieurs lectures possibles, et comment expliquez-vous cette fragmentation sur le fond même de chaque histoire? Ça, en plus, c'est une belle dernière question, parce que je crois que tout le monde peut... Attendez, pardon, et je voulais simplement répondre éventuellement à M. Houellebecq. Tout à l'heure, il cherchait donc une série américaine. J'aimerais savoir si c'est L'âge du cristal auquel il faisait référence, quoi. Oui, ouais. C'est bien possible. C'est bien possible, oui. Voilà. Merci. J'en étais sûr. J'ai pas compris. On a mal entendu la question, donc je vais essayer de retraduire. Si je me trompe, vous me le dites. Donc en somme, et vous l'avez souligné les uns et les autres, ce que la façon dont le lecteur peut comprendre ce que vous avez écrit est souvent en décalage, voire très souvent, Yasmina Reza disait 9 fois sur 10, avec ce que vous avez voulu transmettre. En gros, quel effet ça fait? Comment on vit ce décalage? C'est-à-dire une fois qu'on a constaté que la perception était différente, comment vous vivez avec ça? Et je préciserai juste après, pardon, à qui je pose la question, mais j'aimerais que monsieur réponde effectivement d'abord.
Monsieur. Monsieur Rigaud, pardon. Ah, Monsieur Rigaud d'abord, d'accord. Bon, écoutez, moi de toute manière, et je ne dis pas ça par cabotinage, mais l'important c'est d'avoir été lu, même mal compris, ou compris de travers, ou compris autrement. L'important c'est qu'il y ait eu le contact. Bon, on peut écrire pour soi, mais à partir du moment où on décide de publier, c'est pour avoir un échange. Et après tout, dans la vie courante, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, que de malentendus. Et par conséquent, il est normal que l'écriture en provoque. Alors, le fait qu'on n'ait pas été compris, ou qu'on croit ne pas avoir été compris, on peut le prendre de manière négative en disant, ça veut dire que je ne suis pas bon, que je ne sais pas m'exprimer, que je ne suis pas clair, ou que je n'ai pas réussi à donner à mon récit, à mes personnages, à ma vérité, une crédibilité suffisante pour que ce soit absorbé. On peut aussi avoir une interprétation beaucoup plus positive et se dire, après tout, le regard que tel autre a porté sur mon livre, sur le personnage, sur le sens, est sans doute différent du mien, mais d'abord, le lecteur est libre. Deux, c'était peut-être ça aussi que j'ai voulu dire, sans m'en rendre compte. Et combien de fois Paul Valéry a dit que devant certaines interprétations du cimetière marin, qu'elle lui ouvrait des horizons auxquels il n'avait jamais songé. Et par conséquent, dès lors qu'il y a le sentiment qu'on a encore une fois exercé une influence sur quelqu'un, qu'on a retenu son attention, même si on l'a conduit sur d'autres chemins que ceux qu'on avait prévus, je dirais que tout est bien. Je voudrais juste dire que c'est grave de ne pas être compris, mais c'est aussi grave de l'être. Et ce sont deux mots voisins, parce que l'attente, c'est comme en amour, l'attente est illimitée. Donc, être compris, c'est jamais assez. On n'est jamais assez bien compris. Et on dénie aussi à l'autre la possibilité de vous comprendre complètement. Donc je pense que c'est une position complètement intenable de toute façon. Oui, si j'ai bien compris, quoi qu'on fasse, c'est raté. Mais si on fait rien, c'est encore pire. Alors, de toute façon, on est gagnant. Donc, c'est une bonne affaire. Non, mais c'est banal ce que je veux dire. Moi, je suis très content de tomber sur un lecteur qui ressent justement ce que je voulais mettre. Ça arrive de temps en temps, ça fait quand même un bien fou. Merci. Oui, non, ça fait un bien fou. J'aimerais compléter, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais bon. Oui, non, mais j'ai tout dit. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau peut-être dans les particules élémentaires, c'est dès le moment donné où ça se fractionne, où ça se fragmente, on a l'essence même finalement peut-être de la vie, des personnages et de ce que veut nous faire passer M. Houellebecq. Voilà, merci. Je vais vous donner le mot de la fin alors. Je vais vous donner le mot de la fin en vous remerciant évidemment vous tous d'avoir joué le jeu d'ailleurs. Il y a déjà eu un débat notamment à Paris autour de l'écriture et de l'OTAN. Jacques Rigaud y était d'ailleurs, il ne me démentira pas, où le sujet qui est relativement difficile finalement avait été un petit peu plus fui par le public. Donc d'abord merci Marseille et puis merci évidemment à Jacques Rigaud, Yasmina Reza, Boris Cyrulnik, Michel Houellebecq. Et bonne journée. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de ne pas sortir par le haut, mais uniquement par les accès du bas et du milieu, de chaque côté. Par les accès du bas.